Bonjour, le cours d'aujourd'hui est intitulé électrocinétique. C'est quoi l'électrocinétique? C'est tout simplement une discipline de l'électromagnétisme qui étudie le transport des charges dans les conducteurs. Je dis les conducteurs, parce qu'il y a un autre domaine qui étudie le transport des charges dans le vide par exemple. En électrostatique, vous avez étudié l'effet des charges à l'état au repos statique. En électrocinétique, vous avez cinétique, c'est la vitesse, c'est-à-dire l'étude des charges en déplacement, mais dans les conducteurs. Plus précisément, les conducteurs solides, puisqu'il y a plusieurs types de conducteurs, on va voir par la suite. Le plan de ce cours, nous suivons 4 parties. C'est l'ancien de courant électrique, loi d'onde microscopique et macroscopique, les dipôles électrocinétiques, et puis on finira par la puissance électrique disponible dans un conducteur. C'est quoi un courant? C'est tout simplement le déplacement des charges. Parce que vous avez des charges qui se déplacent, alors elles donnent naissance à un courant électrique. En électrostatique, vous avez vu que lorsqu'on prend deux conducteurs en équilibre, l'un chargé et l'autre neutre, et lorsque vous mettez en contact, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un fil conducteur, on remarque que les charges se déplacent de conducteur chargé vers celui qui est neutre. Ce déplacement s'appelle courant électrique, bien qu'il est transitoire dans ce cas-là, puisque ce courant va cesser dès que les potentiels des deux conducteurs soient égaux. Donc, la notion que vous connaissez bien, la formule que vous connaissez déjà, c'est la variation de la charge par unité de temps, c'est l'intensité du courant. Plus précisément, comme on va voir par la suite, c'est l'intensité du courant. Si vous prenez une section sur un conducteur, une section de surface sur un conducteur, et vous comptez la charge qui traverse cette surface par unité de temps. Un porteur de charge, lorsqu'il se déplace, et sa trajectoire est appelée ligne de courant. Comme vous l'avez vu en électrostatique, vous avez la notion de ligne de champ. Ligne de champ, c'est une courbe ou une trajectoire où le champ est toujours parallèle. Et son sens est toujours le sens du champ. Donc, on va voir par la suite la relation entre ligne de champ et ligne de courant. On va définir maintenant un vecteur très important pour la suite, c'est le vecteur densité du courant. Si vous avez un conducteur où il y a un porteur de charge par unité de volume, en point 1, vous avez un porteur de charge par unité de volume, les porteurs de charge, notez que tous ces porteurs de charge sont animés d'une vitesse V. Alors, à chaque point de ce conducteur, je peux définir un vecteur densité du courant appelé J, qui s'écrit en fonction de la densité volume de charge et la vitesse. N, c'est le nombre de porteurs de charge par unité de volume, et la charge de porteur, donc le produit, ça donne densité de volume de charge. Jusqu'à maintenant, je parle de porteurs de charge, parce qu'il y a plusieurs types de porteurs de charge. Dans un métal, par exemple, dans un métal, cuivre ou bien l'aluminium, le porteur de charge, c'est un électron. Par contre, dans un gaz, ce sont les particules ionisées. Dans les solutions chimiques, par exemple l'électrolyte solide, il y a les ions positifs et négatifs. Dans un plasma, vous aurez les ions et les électrons. Dans ce cas-là, le vecteur J s'écrit sommation sur les vecteurs J relatifs à chaque porteur de charge. Par exemple, dans le plasma, vous écrivez sur la sommation J est égal à J relatif aux électrons, plus J relatif aux ions positifs, plus J relatif. Donc ça, c'est en général. Mais par la suite, on va se contenter d'étudier le conducteur solide, surtout les cylindriques, de forme cylindrique, où les charges les porteurs de charge sont des électrons. L'intensité de courant que vous connaissez tout à l'heure, on va essayer de les montrer maintenant. Alors, on définit que l'intensité du courant, c'est quoi? C'est le flux de vecteurs densité du courant à travers une surface de ce conducteur. Pour montrer ça, bien pour ce faire, on va calculer ce terme-là. D'après la relation tout à l'heure, I fois dt, ça va donner la quantité de charge qui traverse une surface d'un conducteur. Donc, voilà un conducteur, je prends toujours un conducteur de forme cylindrique, filiforme, où le champ peut être considéré comme uniforme. Les porteurs de charge sont des électrons. Donc, dans ce conducteur, vous avez un porteur de charge, c'est-à-dire des électrons, animés d'une vitesse V. Voilà. Et dt, je vais remplacer I par l'expression de flux de vecteur J à travers la surface, tu perds dt. À la suite, on remplace J par NQV. Voilà. Vous avez le terme VDT, c'est une distance. C'est les distances parcourues par les électrons, bien les porteurs de charge, pendant le temps dt, c'est-à-dire entre t et t plus dt. C'est une distance. Voilà. Si je prends la section ds, puis ds, c'est une petite section prise sur la section du conducteur,
alors la longueur, c'est ça, c'est VDT. Alors si je multiplie cette VDT par D, ça va donner un volume. Hein. C'est DS pris sur la section, donc DS fois D, c'est le volume du petit cylindre. Voilà. Dans la petite section, il est pris sur la section de conducteur. Maintenant, si je multiplie le volume par la densité volumique de charge, hein, c'est NQ, c'est la densité volumique de charge, ça va donner quoi? C'est la quantité de charge, un porteur de charge, qui est à l'intérieur de petits cylindres, qui est en mouvement, hein, et que peut traverser la petite section DS pendant un intervalle dt. Même la plus éloignée, le porteur de charge le plus éloigné, hein, ici, qui se trouve sur la deuxième barre, il va pouvoir traverser le petit DS, hein, en intervalle de temps dt. Hein. Donc, si j'intègre, donc ces quantités de charge, je peux la représenter par delta Q. Et si j'intègre sur tout le volume de toute la section, j'aurai la quantité de charge qui va traverser la grande section du conducteur pendant dt, ou bien entre t et t plus dt. Ça va être dq. Donc voilà, on a montré que I dt dq, donc le courant c'est, l'intensité du courant c'est dq sur dt. Donc dt, I dt c'est la quantité de charge qui traverse la grande surface du conducteur entre t et t plus dt. Bien, l'unité d'émotion, vous le connaissez. La loi de conservation, bien, la loi de conservation de la charge. C'est tout simple. Hein. Tout simplement, c'est quoi? Hein. Je prends, tout simplement, c'est la charge ne peut pas être créée et ne peut pas être détruite. Il n'y a que le déplacement de charge. Si je prends un système en gris, là, fermé, une surface S, qui délimite un volume à l'intérieur rempli de charge, avec une densité volumique de charge rond. La charge totale, c'est pas la charge potentielle, mais c'est la charge totale et notre Q. À l'extérieur de notre système, vous avez notre charge Q'. Donc, la conservation des charges, c'est quoi? C'est que la somme de charges à l'intérieur plus la somme de charges de l'extérieur est toujours une constante. Parce que s'il y a des charges qui quittent notre système, la variation ici, ça va être négatif, et là, une augmentation, ça va être positif, et la somme, ça va être toujours constante. Si je dérive ces deux termes-là, égale à 0. Or, ce terme-là, c'est quoi? Si nous courons à la source, il y a bien sûr qui traverse la surface de notre système. C'est le flux dq, c'est quoi? C'est le flux de J à travers la surface de notre système. Le sens du courant, on va voir par la suite. Donc, on va noter le courant de source, c'est égal le flux à travers la grande section vers la surface fermée, égale moins dq sur dt. Prenons le cas où notre charge à l'intérieur est positive, et que la charge elle quitte notre système. Donc, le J aura le sens du courant des charges positives, dans ce sens-là. Donc, ce terme-là, vous aurez la charge positive qui va sortir, or, la charge à l'intérieur, elle va diminuer. Donc, ce terme-là, il va être négatif. Avec le moins, ça va être positif. On va voir ce terme-là, est-ce qu'il est positif. Or, J, dans ce cas-là, il est dirigé vers la sortie. Or, ds est toujours de l'intérieur. Donc, ils sont parallèles de même sens. Donc, ce terme-là, il est positif. Donc, de l'autre cas, c'est la charge à l'intérieur est négative, et que les électrons quittent notre système. Vous avez la charge va augmenter. Par exemple, vous avez moins 5 coulombs, alors vous aurez 0 coulombs. Alors, moins 5 il est inférieur, donc il va augmenter. Alors, cette variation, ça va être positive. Avec le moins, ça va être négatif. On va voir ce terme-là. Dans ce cas-là, le courant IJ, ça va être sens opposé de déplacement des charges. Puisque les électrons vont sortir, donc le courant, par convention, c'est vers l'intérieur. Donc les deux vecteurs DS, IJ, sont de sens opposé, donc il y a un moins. Donc il est négatif. C'est les différents cas pour bien comprendre ce terme-là. Donc, et ben maintenant, la charge à l'intérieur, puisque c'est une charge répartie en volume avec une densité volumique de charge, donc Q peut être écrite sous forme Q, c'est l'intégrale, triple intégrale de la densité volumique de charge fois dV. Et puis j'intègre. Donc là, je remplace Q par l'intégrale triple sur le volume de la densité volumique par dV. Bien bientôt. Donc voilà l'expression. Ce terme-là, d'après le théorème de Solow-Degradski, on peut l'écrire en fonction de la divergence. C'est quoi? C'est la divergence
triple intégrale triple, c'est de l'émergence de vecteur J des taux, qui est égal à ça. Donc, je vais mettre le terme, passer le terme vers la gauche, et vous aurez l'équation de conservation de charge. En régime permanent, c'est-à-dire les variables sont indépendantes de temps, donc vous obtenez ce terme égal à 0 et divergence égale à 0. On va voir l'utilité de cette équation par la suite. Le radon microscopique. Prenons toujours notre conducteur cylindrique. Le champ il est uniforme, on va considérer uniforme. Alors, puisqu'il y a ce sont des électrons qui sont des porteurs de charge, donc ils se déplacent dans le sens opposé de champ. Donc, chaque porteur de charge, bien chaque électron, il est soumis à la force électrostatique, l'unique force, puisque le poids il est négligeable, qui est égal au module constant, puisque notre champ il est uniforme. Là, d'après la loi dynamique, la loi fondamentale dynamique est égale à n gamma. N gamma est constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse elle est croissante, que les électrons ont une vitesse qui tend vers l'infini. Par conséquent, le courant va être aussi infini. Or, expérimentalement, on voit que le courant est toujours fini, on mesure quelque chose de fini, il n'y a pas l'infini. Puisqu'il s'écrit en fonction de vecteur J, et J s'écrit en fonction de la vitesse, alors la vitesse elle est aussi finie. Donc on a ici une contradiction. C'est tout simplement parce qu'on a oublié de faire intervenir une force à l'intérieur. Hein. En plus de cette force de Coulomb, il y a une force de frottement. Les électrons ils sont freinés par des collisions avec des atomes ou bien des impuretés. C'est quoi les impuretés? Ce sont des atomes étrangers de matériaux. Par exemple, si vous prenez le cuivre, de nature, on trouve des atomes d'argent ou bien de l'or. Donc, ces atomes-là sont des impuretés. On peut ajouter des impuretés à un matériau. Donc, ce frottement ou bien ces chocs, elles freinent la vitesse des électrons, ce qui limite leur vitesse. Donc, mécaniquement, on peut traduire cette collision par une force de frottement. Avec K et à l'opposé. Maintenant, la somme des forces, ça va être le Coulomb plus la force de frottement. C'est égal à N dV N gamma. Donc, en régime permanent, c'est-à-dire toutes les variables sont indépendantes de temps, stationnaire mais non statique. Quand on dit permanent, ça veut dire la vitesse est indépendante du temps, mais non statique, ça veut dire qu'il est différent de 0, n'est pas égal à 0. Donc, c'est différent de 0. Donc, ce terme-là, le régime permanent, vous avez ce terme égal à 0. Donc vous aurez, on peut écrire la vitesse en fonction du champ avec ce terme-là mu qui est égal à la charge divisé par la constante K. C'est appelé la mobilité des charges. C'est une propriété intrinsèque du conducteur. Ça peut être positif ou négatif puisqu'il dépend de la charge du porteur de charge. Si je multiplie les deux termes de cette équation par NQ, c'est-à-dire la densité volume de charge, j'aurai ce terme-là, NQ, c'est le vecteur densité de courant, et là, j'aurai un autre terme que je vais définir, et c'est la conductivité de conducteur, supplémenté par ce terme. Voilà. Vous voyez, ce terme-là, il est positif, puisqu'il est indépendant de la charge du porteur de charge. Voilà, un nombre, c'est positif, K, c'est vraiment positif. Donc, c'est la conductivité du milieu, c'est-à-dire du conducteur. Revenons à notre... Et l'inverse, c'est la résistivité. La conductivité, son inverse, c'est la résistivité. Revenons à notre formule. Là, vous avez un J en fonction de champ. Et là, c'est un terme qui est positif. Or, en électrostatique, vous avez étudié la notion de ligne du champ. Une ligne de champ, c'est quoi? C'est une courbe où le champ est toujours, à tout point de cette trajectoire, vous avez le champ et les tangentes. Et son sens, c'est le sens du champ. Et on avait vu aussi que le long de cette courbe, en suivant le sens de cette courbe, bien le sens du champ, vous avez le potentiel qui décroît. Et là, vous avez J, représente le courant. Par conséquent, le courant, elle circule dans le sens des potentiels décroissants. C'est une notion très importante, puisque vous l'utilisez déjà sans le savoir. Vous dites que le courant circule du potentiel plus élevé vers le potentiel moins élevé. C'est ça, c'est l'origine, c'est cette formule. Le radon macroscopique, maintenant, c'est la grande résistance en fonction des grandeurs macroscopiques que vous connaissez. Donc, toujours notre conducteur. On va prendre maintenant le champ dans le sens de A vers B, puisque le champ circule dans le potentiel décroissant. Donc, VA, et le potentiel point A, est supérieur au potentiel B. Donc, je prends une portion de ce conducteur, de longueur L. Le courant, de même sens que
le champ, puisque c'est des électrons. Donc, puisque une seule dimension là, dx, donc E égale moins gradient V, donc j'intègre cela, et j'aurai d2v si j'intègre, j'aurai VA moins VB, et là c'est la circulation de champ. On définira la résistance par la formule que vous connaissez, c'est U divisé par la différence de potentiel bord A, B, divisé par le courant qui traverse. Et je remplace. Alors voilà, puisque ce conducteur filiforme, je considère le champ uniforme. Donc ce terme-là, je peux faire sortir le champ de l'intégrale et j'aurai le champ fois la longueur. De même, de ce terme-là, les constantes, je vais le faire sortir, puisque le champ il est dans le même sens, donc il n'y a pas de cosinus de 0 égale à 1. Donc si je fais le rapport de ces deux termes, la résistance, ça s'écrit en fonction des coordonnées, des paramètres microscopiques. Vous avez la conductivité, la longueur et la section. Voilà, microscopique, grandeur microscopique. En fonction de la résistivité, j'inverse, c'est la résistivité d'un conducteur. Entre A et B, c'est en fonction de la longueur et de la section. Là, le dimensionnement, c'est l'unité, la résistivité, c'est en mètres. On va voir l'association de résistance. On commence par les résistances en série. Nous avons une résistance en série, parcourue par un courant, le même courant I. Au bord de cette résistance, vous avez une UDP, différence de potentiel U. On va voir comment les remplacer par une seule résistance, parcourue par le même courant I, et dont la différence de potentiel au bord de cette résistance est toujours égale à U. Maintenant, vous avez la différence de potentiel U est égale à la somme des différences de potentiel au bord de chaque résistance. Puis on applique la loi d'Ohm. Donc chaque tension au bord de chaque résistance, ça s'écrit le produit de la résistance fois le courant. Puisque c'est le même courant, donc on factorise, donc vous aurez I fois la somme des résistances. Or le but c'est quoi? C'est de remplacer ces résistances par une seule résistance parcourue par le même courant I. Donc I fois résistance équivalente, ça va être égal à la même tension U. Donc voilà. Par analogie, vous avez la résistance équivalente, c'est la somme des résistances. Donc si jamais vous avez des résistances en série, vous les remplacez par une seule résistance dont la valeur est la somme des résistances. Maintenant, vous avez des résistances en parallèle. Vous avez une résistance en parallèle. Vous avez la différence de potentiel la même au bord de chaque résistance. Le courant, la somme des courants qui parcourent ces résistances, c'est égal à la somme, le courant total I. Maintenant, je vais raisonner en termes de courant. Le but, c'est quoi? C'est de remplacer toutes ces résistances par une seule résistance équivalente qui est parcourue par le courant total I. Et dans la différence de potentiel au bord de cette résistance, c'est toujours U. Maintenant, je vais raisonner, comme j'ai dit, en termes de courant. Au bord de chaque résistance, vous avez le courant II, c'est quoi? C'est la tension U divisée par la résistance équivalente. La résistance, c'est sur la branche URI. Donc, I est égal à quoi? C'est la somme des courants. J'emploie chaque courant II par sa valeur. Donc, le but, c'est quoi? C'est de remplacer toutes ces résistances par une seule résistance. Donc, le courant I, ça va être U divisé par R équivalent. Donc, par analogie, vous avez un seul équivalent qui est égal à la somme des l'inverse des résistances. Comme ça, on peut simplifier des circuits en utilisant ces équations. Maintenant, on va s'attaquer au circuit électrique. C'est quoi un circuit électrique? C'est un circuit qui est constitué d'un ensemble de dispositifs appelés dipôles électrocinétiques. On appelle dipôle, ça veut dire qu'il a deux bornes. Et ça insère, ou bien se branche dans le circuit à travers ces deux bornes. On va voir ça par la suite. Ces dipôles sont reliés entre eux par un fil conducteur. En général, c'est du cuivre. Et tout ça forme une structure qui est fermée. Alors, voilà, c'est quoi un nœud d'un circuit? C'est là où se rencontrent au moins trois fils. C'est-à-dire une interconnexion où arrivent trois fils au plus. Alors là, vous avez B, il y a trois fils qui arrivent au point B, donc c'est un nœud. Trois fils, c'est un nœud. Par contre, là et là, c'est pas un nœud, puisque uniquement c'est deux fils. C'est quoi une branche? Une branche, c'est une partie ou un tronçon de circuit qui se trouve entre deux nœuds, mais deux nœuds consécutifs. Par exemple, AD, c'est une branche, AB, c'est une branche, B. Mais AE, c'est pas une branche, puisque B, il y a un autre nœud entre les deux. Donc, toujours deux nœuds consécutifs. Une maille, c'est quoi? C'est un ensemble de branches qui font une structure, il faut une boucle fermée. Vous avez, je pars toujours du point de départ, je reviens au point d'arrivée. ADB, c'est une maille. Voilà. Toujours CABC, c'est une maille. De même, BDE, B, c'est une maille. Voilà, vous avez BEC, B, c'est une maille. Et aussi ADEC, A, c'est une maille. On ne doit jamais passer par un nœud deux fois. Donc, c'est un dipôle électrocinétique.
C'est quoi un dipôle? J'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un dispositif, un appareil qui a deux bornes. Hein. La résistance, il a deux bornes, c'est un dipôle. Un générateur, la pile, il a deux bornes. Mais un transistor, il a trois bornes, donc c'est pas un dipôle. Donc par convention, hein, au bord d'un dipôle, hein, la convention générateur, où il y a le courant et la différence de potentiel, même sens. Hein. Donc convention, pour le récepteur, vous avez le sens hein, opposé. U, c'est pas un vecteur, hein. C'est les flèches, il vous indique, ici, il vous indique le sens du courant. La flèche de différence de potentiel, il vous indique le potentiel le plus élevé. Hein. Là, vous avez le potentiel qui est plus élevé que vous avez. Donc là, vous avez la flèche ici, il vous indique le potentiel plus élevé. Là, il est plus élevé que ça. Les dipôles. C'est quoi les dipôles? Vous avez deux types de dipôles, dipôles passifs et actifs. Dipôles passifs, il y a simplement transformation d'énergie électrique en énergie calorifique. Les appels résistance. Hein. C'est un type de, on va voir par la suite, c'est un type de récepteur. Et les dipôles actifs, dans lesquels, en plus de la calorifique, l'énergie calorifique, toujours il y a chauffage, hein, il y a perte par effet de chaleur, donc vous avez toujours l'énergie calorifique qui se dégage, donc il y a toujours cette énergie. En plus de cette énergie, il y a une autre forme d'énergie. On va voir dans ce cas-là deux catégories. Les générateurs sont une catégorie des dipôles actifs. Le rôle, c'est de transformer l'énergie non électrique en énergie électrique. C'est prenez par exemple les piles, ce sont des générateurs qui transforment l'énergie chimique en énergie électrique. Si vous prenez le panneau solaire, énergie solaire en énergie électrique. Les récepteurs. Le rôle principal, j'appelle là, c'est les récepteurs actifs. Les récepteurs passifs, ce sont des résistances. Je parle des récepteurs actifs. Par exemple, je transforme l'énergie électrique en énergie non électrique. C'est par exemple un moteur électrique. On va lui donner de l'énergie électrique, ils vont donner l'énergie calorifique plus l'énergie mécanique. C'est prenez les batteries de votre portable, lorsqu'elles fonctionnent en fonctionnement, travaillent comme générateur. Comme générateur. Mais lorsque vous le mettez pour se recharger, il joue le rôle d'un récepteur, puisqu'on transforme l'énergie électrique en énergie chimique qui est pour l'emmagasiner. La caractéristique d'un dipôle, c'est sa courbe I en fonction de la différence de potentiel. Si c'est une droite, on dit que c'est un dipôle linéaire. Sinon, elle est non linéaire. Maintenant, on va voir la notion de puissance disponible dans un conducteur. Toujours dans le conducteur, vous avez une portion de ce conducteur de A vers B, un courant traversé de A vers B, dans le même sens que le champ, bien sûr, et puisque ce sont des électrons qui sont des portes de charge, donc le sens de la vitesse est opposé au sens du courant. Vous avez le potentiel A et le supérieur potentiel B, puisque le courant circule dans le sens du potentiel décroissant. Donc, dans ce conducteur, vous avez, chaque porteur de charge est animé d'une vitesse V. Cette vitesse, elle est, à l'origine, d'où vient? L'origine, c'est le travail de la force de Coulomb. Cette force de Coulomb, c'est elle qui va accélérer chaque porteur de charge pour lui donner une vitesse V. Donc, il y a une puissance qui est mise en jeu. Donc, cette puissance, c'est le travail par unité de temps. Vous la connaissez, c'est la force, produit carré de la force avec la vitesse. C'est quoi? Je l'ai indiqué P indiscus, c'est la puissance mise en jeu pour accélérer un seul porteur de charge, c'est-à-dire un électron, pour lui donner la vitesse V. Maintenant, on va calculer la puissance disponible entre A et B, c'est la puissance totale. On va compter le nombre de porteurs de charge, on va multiplier par P indiscus. Voilà, vous avez dans ce côté, vous avez un porteur de charge par unité de volume. Donc, on va calculer l'énergie mise, ou bien la puissance mise en jeu entre A et B. Donc, notre puissance, voilà sa formule, mais je vais expliciter ça en détail. On va prendre des taux, c'est un petit cylindre à l'intérieur. On va prendre avec cette section DS prise sur la section du conducteur. C'est un petit cylindre. Si je multiplie ce volume-là avec le nombre de N, c'est quoi? C'est le nombre de porteurs de charge par unité de temps. Donc c'est la quantité de charge, bien, c'est pas la quantité, c'est le nombre de porteurs de charge mobiles à l'intérieur de petits cylindres qui ont une vitesse V. Donc c'est le nombre de porteurs de charge, c'est pas la quantité, c'est le nombre de porteurs de charge, puisque N c'est le nombre de porteurs de charge par unité de volume. Si je multiplie par un volume, ça va donner le nombre de porteurs de charge mobiles à l'intérieur de petits cylindres. Ce nombre qui existe dans ce petit cylindre, si je multiplie avec P indiscus, c'est la puissance pour accélérer un seul conducteur, donc c'est la puissance
mise en jeu pour accélérer tous les porteurs de charge et les électrons qui se trouvent dans le petit cylindre. Si j'intègre sur tout le volume, c'est AB la section S, j'aurai la puissance disponible entre A et B. C'est, on a B. Donc on va maintenant calculer cette puissance en fonction de la différence de potentiel VA moins VB et le courant I. Donc je remplace le volume, c'est quoi? C'est DL, c'est la longueur de petit cylindre, fois sa section, bien sûr. Et je remplace PQ par son expression. Et là, je vais jouer sur les paramètres pour faire sortir les vecteurs qu'on connaît. Là, maintenant, NQV, voilà, ce terme-là, on va jouer sur les vecteurs, les produits scalaires. Ce terme-là, c'est quoi? NQV, c'est le vecteur densité du courant. Je multiplie par DS, c'est le flux. Maintenant, c'est le flux de J à travers DS, et là, c'est un autre terme. Donc, ce terme-là, c'est quoi? Le flux de J, c'est le courant qui traverse le conducteur. Puisque j'intègre toute la section la section S de conducteur. Donc, c'est I fois. Et ce terme-là, c'est la circulation de champ entre A et B, c'est VA moins VB. Puis ce terme-là, il est positif, puisque le potentiel VA est supérieur. Donc, la puissance mise au point entre A et B, c'est le courant fois la différence de potentiel I. Cette puissance-là est disponible entre A et B, du simple fait qu'il y a un courant qui traverse AB, indépendamment de ce qui existe entre A et B. Maintenant, c'est entre A et B, vous avez une résistance, alors dans ce cas-là, on crée la puissance, c'est RI carré ou bien U carré. C'est ce qu'on appelle la puissance dissipée, bien calorifique, dissipée par effet Joule. Vous avez des électrons qui entrent en collision avec des atomes, et puis il y a l'agitation thermique, tout ça, ça fait chauffer le conducteur, et il y a des dissipations d'énergie sous forme de chaleur, bien calorifique, ce qu'on appelle effet Joule. Merci.